Donc, Camille vous l'a annoncé, elle vient de lancer l'enregistrement. Ce sera simplement pour enregistrer la présentation avec le diaporama comme support et pas pour enregistrer vos questions ou les interactions, etc. Donc, sentez-vous bien libre tout à l'heure d'interagir. Si l'enregistrement pose un problème à quelqu'un, alors vous pouvez évidemment le signaler à Camille. Alors, de quel livre va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de cet ouvrage qui s'appelle La démocratie en santé, comprendre et s'engager, qui est un ouvrage paru en 2002 aux presses de l'EHESP. Il comporte 287 pages et vous voyez que sur cette première dia, je vous ai énoncé tous les chapitres qui composent ce livre. Donc, en une demi-heure, évidemment, on fait des choix de ce qu'on restitue d'un ouvrage. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter un petit peu la structure, la logique des chapitres, etc., pour que vous puissiez ensuite, si vous le souhaitez, pouvoir aller approfondir certaines choses. Et puis, évidemment, j'ai fait parfois des choix plus personnels, de choses qui m'ont plus particulièrement interpellée. Et donc, ce que je vais restituer ici, parfois, je préciserai, ben, je fais un zoom sur telle notion qui m'a intéressée et que j'ai envie de partager avec vous. C'est donc évidemment pas une restitution exhaustive, euh, mais néanmoins qui vous permettra, et c'est un petit peu le pari qu'on se donne avec ce format de Midi de la littérature, qui est un petit peu comme un journal club, hein, comme l'a précisé Camille, c'est une formule de formation continue express quand on regarde la littérature internationale. Mais l'idée, c'est vraiment de vous permettre de prendre connaissance en très peu de temps de ce qu'il peut y avoir dans des ouvrages récents et intéressants pour la promotion de la santé. Alors, les 8 chapitres. Les sources anciennes de la démocratie en santé, les droits des malades et des personnes accompagnées après 2002. Et là, je fais une toute petite parenthèse par rapport au titre de ce deuxième chapitre, on y reviendra, mais je ne l'ai peut-être pas précisé. L'auteur est français et donc dans l'ouvrage, il y a aussi beaucoup d'aspects réglementaires, juridiques, législatifs, etc., qui concernent la France et le développement de la démocratie en santé en France. Donc pour les Français parmi vous, je crois qu'il y en a quelques-uns, ça va sûrement être parfois que je vais aborder certaines notions, des choses qui sont déjà très, très connues. Pour les autres, les Belges en particulier, parfois ça va être des découvertes et puis parfois des exemples stimulants. Troisième chapitre, la représentation des usagers du système de santé. Quatrième chapitre, l'engagement pour tous les usagers. Cinquième chapitre, les dimensions de l'engagement. Ensuite, les formes de l'engagement et les figures de l'engagement, septième chapitre. Et le livre se clôture sur un dernier chapitre relativement court, mais néanmoins intéressant pour la promotion de la santé en particulier. Ce chapitre s'intitule La santé communautaire, deux points, la quintessence de la démocratie en santé. Je m'arrêterai un instant sur ce chapitre à la fin de ma présentation. Alors, je suis en train désespérément d'essayer de faire avancer mon diaporama qui n'avance pas. Voilà. Quelques mots sur l'auteur de cet ouvrage. Il s'agit de Christian Saout, que beaucoup d'entre vous connaissez, je pense, en tout cas pour nos collègues français qui nous rejoignent aujourd'hui. Christian Saout, il est actuellement membre du Collège de la Haute Autorité de Santé en France. Il est président de la commission en charge du social et du médico-social. On reviendra sur ces termes de social et médico-social, en particulier pour nos collègues belges. Et il est président du Conseil pour l'engagement des usagers. Par le passé, il a été président de l'association AIDE, président du collectif, donc ensuite président du collectif interassociatif sur la santé, et puis président de la conférence nationale de santé. Donc, on peut dire de lui, en quelques mots, que c'est une personnalité très, très engagée, avec aussi, je vais dire un passé, mais c'est pas seulement un passé, je pense un côté militant qui a été très professionnalisé, mais vraiment quelqu'un qui a été souvent
au front et aux premières loges en fait des combats engagés pour la santé et pour la qualité des soins et le traitement des personnes vivant avec une maladie. Alors, l'ouvrage commence, ou en tout cas insiste beaucoup sur le fait qu'il y a eu un tournant critique en France à l'égard de la démocratie en santé. Et ce tournant critique, on peut le situer à l'année 2002. Auparavant, en 1998-1999, il y avait eu en France les premiers états généraux de la santé qui donnaient pour la première fois de manière organisée, structurée, affirmée, volontaire, la parole aux patients, aux usagers des services de santé. On verra en avançant qu'il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés et qui ont donc abouti en 2002 à une loi à laquelle on fait encore souvent référence, qui est la loi du 4 mars 2002, loi dite Kouchner du nom du ministre de l'époque qui était un petit peu aux commandes pour cette loi, ministre de la Santé. Et dans cette loi, vous voyez que la démocratie, on parle ici de démocratie sanitaire, est abordée en fait sur plus de 40 articles de la loi. Et donc cette loi pose les bases légales pour des pratiques participatives qui étaient aussi, avant la loi, construites indépendamment de l'existence de ces bases légales, mais la loi amène vraiment un socle législatif et une obligation finalement aussi de s'inscrire dans ces démarches participative. Alors l'auteur de l'ouvrage fait référence à ce qu'il appelle, il dit, il y a eu le temps de l'éthique, il y a eu le temps de l'empowerment, il y a eu le temps du care, il y a eu le temps de la bientraitance, pour dire que suivant les courants, les disciplines et les engagements d'origine, différents termes pouvaient être utilisés et coexister et coexistent encore dans nos pratiques aujourd'hui, mais avec tous ces termes, on gravite finalement autour d'une philosophie commune euh, qu'on pourrait résumer comme le soin comme humanisme. Et ici, je cite Cynthia Fleury, qui est citée par Christian Saoud dans son ouvrage, qui dit que s'engager finalement, s'engager dans l'éthique du care, dans la démocratie en santé, etc., c'est la philosophie sous-jacente, c'est redonner aux individus aptitude et souveraineté dans ce qu'ils sont. Comprendre que la vulnérabilité est liée à l'autonomie, qu'elle la densifie, qu'elle la rend viable, humaine. Travailler à faire que cette vulnérabilité soit pour autant la moins irrévocable possible. C'est ça qui est au cœur de cette notion de démocratie en santé pour lesquelles, comme je le disais juste auparavant, d'autres termes peuvent être utilisés et on travaille avec d'autres concepts, mais qui s'inscrivent dans cette même philosophie. Alors, je suis revenue à ma diapositive précédente pour souligner aussi que cette loi, ce sont en fait des lois, il y a eu deux lois en 2002, font le pari que proposer des outils comme la participation et organiser cette participation, notamment au travers de processus de représentation, que ça, on fait le pari que ça peut garantir ou que ça contribue grandement, mais l'idée c'est que ça garantisse aussi la qualité des soins. Autrement dit, on reconnaît avec ces lois qu'il n'y a pas de qualité des soins suffisante s'il n'y a pas aussi de participation, d'engagement, de démocratie en santé. Alors, l'auteur évoque aussi le fait que avec ces lois, et c'est ce qui va être abordé dans son ouvrage, on reconnaît deux piliers de la démocratie en santé. Un premier pilier qui est formalisé, c'est la notion de droit individuel, avec la garantie de l'accès au dossier médical, de traitement de la douleur, de l'information du patient. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent et qui sont au service et qui organisent finalement les droits individuels des patients. Et puis le deuxième pilier, ce sont les droits collectifs. Et on verra parce que une grande partie de l'ouvrage finalement
traite surtout de ses droits collectifs et de la manière dont il s'organise, et puis de cette modalité toute particulière en France, qui est que peuvent siéger comme représentants des usagers dans des instances de santé publique et hospitalière uniquement des associations qui sont agréées pour le faire, donc pour le niveau de représentation, et cela à condition qu'un décret le prévoit. On y reviendra dans la suite de cette présentation. Alors, dans le chapitre 1, l'auteur rappelle et précise en fait un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux qui sont aux sources de la démocratie en santé. Ici, je ne vais que les citer. Il s'agit de la dignité de la personne, le droit à la vie privée, à l'intimité, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, la liberté de conscience, les libertés d'opinion et d'expression, qui sont donc rappelés comme des droits et libertés fondamentaux euh, qui sont au départ aussi les fondements de cette démocratie en santé. Ce qui va se passer avec la loi, les décrets qui en sont suivis et l'organisation du système de santé ensuite, c'est que euh, grâce à cette loi, notamment ou ces lois, ces droits fondamentaux s'inscrivent dans le champ de la santé et sont garantis par des institutions et par des mécanismes protecteurs. Alors ensuite, dans la poursuite de la lecture, euh, l'auteur a parfois, dans certains chapitres, c'est extrêmement visible, de manière structurelle, c'est-à-dire qu'il y a une première partie d'un chapitre qui va concerner, par exemple, les droits dans le soin, et puis une deuxième partie du chapitre, on est dans le chapitre 2, je l'ai indiqué ici en haut de la diapo, l'auteur va s'attarder aux droits des personnes accueillies et accompagnées dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, on fait cette distinction d'un champ de la santé et des soins, en fait, ou disons plutôt que la santé publique et les services de santé sont envisagés d'une part dans le cadre des soins, les soins hospitaliers par exemple, et puis de manière séparée, on considère le domaine, alors que en Belgique, on parlerait peut-être de la santé et du social. Eh bien, ici, il y a le soin, d'une part, et puis il y a les établissements ou les aspects, la dimension sociale et médico-sociale. Alors, vous voyez que les droits dans le soin et les droits dans les aspects plus sociaux et médico-sociaux se recoupent en partie, mais avec peut-être une plus grande précision et différenciation des types de droits pour la partie sociale et médico-sociale. Donc là, le législateur et puis les personnes qui ont organisé l'accès à ces droits ont souhaité le préciser. Je vais faire ici, c'est en gras, mais donc un petit zoom sur les droits appelés les droits de la fin de vie pour les droits dans les soins, et puis sur le droit à la participation pour les personnes qui sont accueillies et accompagnées dans des établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, en ce qui concerne les droits de la fin de vie, vous voyez que euh, dans cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui reflète aussi et rend compte de ce qui se passe en France et du contexte français, on parle du droit de la fin de vie, des droits au pluriel de la fin de vie, et pas du droit à mourir ou du droit à certaines formes de fin de vie, comme on pourrait le voir ou l'entendre de manière plus habituelle en Belgique. Alors, les droits de la fin de vie qui sont garantis normalement ou prévus en France sont les droits aux directives anticipées, le droit au mandat de protection future, le droit à la prise en charge de la douleur qui va aussi organiser l'accès aux soins palliatifs, l'interdiction de l'obstination déraisonnable, le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès et le droit à la suspension de peine pour les personnes incarcérées, par exemple, et qui se retrouvent avec des besoins de soins qui peut les amener à quitter le, le lieu, la prison, etc., là où ils se trouvent.
Alors, l'auteur explique que le droit à mourir, qui pourrait comprendre, comme en Belgique, par exemple, l'euthanasie ou comme en Suisse, le suicide assisté, n'est pas un droit acquis encore aujourd'hui en France et qu'il fait toujours l'objet de débats et de polémiques. Et justement, ce droit qui est revendiqué par certains est porté par une association qui s'appelle l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Je crois que j'ai pas été jusqu'au bout, c'est mourir dans la dignité. Et c'est un exemple de, 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 de problématiques, de thématiques, d'enjeux de santé et de société euh, pour lequel la démocratie en santé a du sens en termes de dialogue qui s'organise, etc. Alors, pour la deuxième colonne, qui était une liste des droits qui concernent les usagers d'un service social ou médico-social, je fais un zoom ici sur des aspects plus d'appellation ou de réflexion menée par nos collègues français sur la manière dont on peut nommer l'usager d'un service social et médico-social et souligner qu'il y a eu des discussions, des interpellations revendicatrices aussi de certaines associations ou de personnes handicapées, par exemple, ou en situation de handicap, serait plus correct, ou de personnes accueillies dans des services plus avec une aide sociale, etc. Et le terme de usager, à certains moments, ne leur convenait plus. C'est l'appellation légale qu'on peut aussi utiliser pour les soins. Et dans l'ouvrage, et parce que ça reflète aussi les termes qui ont été utilisé dans la loi. L'auteur Christian Saoud parle de personnes accueillies et accompagnées. On verra un petit peu plus loin que la Haute Autorité de Santé, qui s'est posé les mêmes questions, parle simplement de personnes concernées. Alors, l'auteur euh, entame une réflexion sur finalement, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme terme pour ces personnes et quel terme elles pourraient en fait aussi revendiquer qui rendrait mieux compte en fait de leurs droits et de leur engagement ou agentivité en faveur du renforcement du pouvoir d'agir. Parce que il compare avec ce qui se passe pour les patients, en disant, mais les patients ont revendiqué depuis les patients, donc si on considère que ce sont des personnes qui vivent avec une maladie et qui sont en contact du système de soins pour des maladies, ils ont revendiqué depuis longtemps des appellations, des dénominations, des termes qui rendent compte de leur rôle dans le système de santé, de leur rôle actif, d'acteur, euh, qui se caractérisent par le fait qu'ils sont patients, mais qui rendent compte de leur rôle. Par exemple, patient ressource, patient aidant, patient formateur, patient chercheur, patient coach, patient expert. Donc, tous ces termes sont indiqués et on dit, mais finalement, pour les usagers des services sociaux et médico-sociaux ou les personnes accueillies et ou accompagnées et ou concernées par ces services, on n'a pas encore aujourd'hui de réelle terminologie qui soit finalement cohérente avec ce projet, cette philosophie de la démocratie en santé aussi pour elles et pour eux. Alors ici, je vais évoquer rapidement des notions aussi qui sont discutées dans le chapitre 3. Et ce sont les notions de participation, représentation et expertise. Je soulignais tout à l'heure en début de présentation que la fonction de représentation des usagers de santé, elle peut être assumée valablement et officiellement en France à condition de faire partie d'une association qui est agréée pour que ses membres ou l'un ou plusieurs de ses membres puissent assumer au niveau des politiques de santé ce rôle de représentation.
La loi prévoit 5 critères pour l'agrément de ces associations. Le premier critère, c'est d'abord que l'association fonctionne régulièrement au titre de la loi du 1er juillet 1901. Donc, une association loi 1901, c'est l'équivalent, pour les Belges, c'est l'équivalent d'une ASBL qui a un statut juridique particulier qui répond à des exigences particulières de réunion, d'inscription, d'assemblée générale, etc. Le deuxième critère, c'est que cette association, dans son fonctionnement, elle est un objet qui réponde aux objets de la loi du 4 mars 2002. Donc, autrement dit, cette association, elle doit aussi contribuer à la promotion des droits des malades et des usagers. Troisième critère, c'est que au sein de cette association, des actions d'information et de formation soient prévues et elles sont à documenter pour être agréées, des actions qui s'adressent à l'ensemble des membres de l'association, que les membres de cette association soient suffisamment informés et formés à ce que représente la démocratie en santé. Il y a un quatrième critère qui est en lien avec la notion de représentativité de l'association. Et là, j'ai trouvé intéressant de lire que cette représentativité, elle est liée d'une part au nombre d'adhérents, il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'adhérents, mais ce n'est pas le seul critère. Autrement dit, il est prévu que une association qui a un petit nombre d'adhérents, mais dont l'objet social et les actions s'adressent à un grand nombre, ou dont l'audience peut être même à un niveau national, par exemple, que la représentativité est aussi définie par l'audience à laquelle s'adresse cette association et pas seulement par le nombre de personnes qui la composent. Et évidemment, l'association doit pouvoir être indépendante à l'égard de certains intérêts, donc de ne pas avoir de conflit d'intérêts avec l'industrie ou d'autres organisations ou enjeux qui pourraient diminuer sa capacité à représenter objectivement les citoyens et les personnes qu'elle est censée représenter. Alors, du coup, il y a une réflexion que j'ai trouvée intéressante dans cet ouvrage sur la notion de compatibilité de certains mandats, et notamment les mandats de représentation tels que je viens de le définir et le mandat d'expertise. Et donc, on se pose parfois la question dans nos propres instances ou nos réunions ou nos organisations, quand on collabore avec des usagers des services de santé ou des patients ou d'autres personnes de la société civile, de dire préciser à chaque fois à quel titre vous êtes en train de prendre la parole. Par exemple, c'est une précaution qu'on a l'habitude de prendre, mais peut-être qu'on se pose moins souvent la question de savoir si on peut valablement être à la fois représentant d'un groupe plus large d'usagers et agir ou se prononcer au titre d'une expertise personnelle, pardon. Alors pour l'auteur dans ce livre, ces deux mandats de représentation et d'expertise sont incompatibles. Et l'expertise étant définie par le fait que les usagers sont nommés pour leurs qualités personnelles qui leur sont conférées par une expérience qui acquiert le statut d'expertise. Et une troisième réalité dans la manière dont on peut s'engager finalement en démocratie en santé, c'est de manière plus large la notion de participation qui est ouverte à tous au titre de la reconnaissance simple de l'expérience qu'on a de l'usage du système de santé. Et là, l'auteur donne plusieurs exemples de modalités, de processus, de groupes ou de moments où la participation des citoyens peut être sollicitée, par exemple, par simple tirage au sort pour collaborer à une réflexion qui concerne la politique de santé. Alors, l'ouvrage, dans ce même chapitre, précise aussi qu'il y a différents lieux
dans lesquels les usagers s'expriment. Mon titre n'est pas tout à fait correct, je réalise, soit en tant qu'avec un mandat de représentant, soit avec un mandat d'expertise. Et c'est intéressant de noter ici qu'avec le mandat d'expertise arrive la notion d'évaluation, on y reviendra, ou soit avec simplement un mandat de participation et de concertation. Et ces lieux sont plus ou moins permanents, plus ou moins structurés. Et en fonction de ce type de lieu, ben, les mandats ou le type d'implication des usagers est différente. Alors ici, j'ai eu envie de faire un petit zoom sur une des modalités particulières de consultation des citoyens qui est évoquée et décrite dans l'ouvrage, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est la notion d'atelier citoyen. Alors, c'est une modalité qui est prévue dans le cadre d'un plan national pour une action publique transparente et collaborative. Et donc, j'ai découvert en lisant cet ouvrage, en fait, beaucoup de textes réglementaires, de guides, de recommandations, etc., qui existent et qui sont vraiment intéressants et je trouve inspirants pour nous, enfin ceux parmi nous aujourd'hui qui sommes des parties prenantes finalement des politiques régionales de santé aussi en matière de promotion de la santé en Belgique. Et alors cet atelier citoyen finalement il repose sur la constitution d'un panel de citoyens qui sont représentatifs de la diversité socio-démographique de la population euh, afin de pouvoir délibérer valablement sur un enjeu ou un sujet d'importance pour les politiques de santé et l'organisation des systèmes de santé, les membres de ce panel sont formés aux enjeux de la question qui est posée. Et ils sont formés aussi à pouvoir aller rencontrer des experts, les auditionner, à aller comprendre comment fonctionnent certaines institutions, associations, et ça leur permet de produire un avis éclairé, circonstancié, qui est censé refléter une diversité d'expériences et de représentations. Autrement dit, on ne leur demande pas de consensus. L'objectif de l'organisation de ces ateliers citoyens, c'est au contraire d'avoir, de prendre la température en fait d'une diversité d'avis au sein de la population. Voilà, je vous ai mis ici deux exemples de thématiques qui ont fait l'objet d'ateliers citoyens, l'une en 2016 et l'autre en 2017, l'usage du numérique, et puis en 2017, la prévention des conduites addictives à l'école. Et l'auteur souligne que ces ateliers citoyens se caractérisent par la rapidité et la souplesse de leur fonctionnement et leur rigueur méthodologique. Et il le suggère que ça pourrait être un outil de choix pour la décision politique. Alors, je passe maintenant à l'approfondissement de certains aspects développés. Vous voyez ici, je vais aller beaucoup plus rapidement sur les chapitres 4 à 7 de l'ouvrage. Donc, c'est pratiquement la moitié de l'ouvrage. Alors, Camille me dit qu'il reste 5 minutes. C'est absolument impossible. Je vais aller le plus vite Oui, tu peux déborder un petit peu aussi. possible. Parce que ce qui est intéressant, à partir du chapitre 4, c'est que on délaisse, c'est toujours là en filigrane, hein, mais on délaisse un peu le terme de démocratie en santé pour parler de l'engagement de ou pour tous les usagers. Alors pourquoi est-ce que ce terme engagement arrive à ce moment-là? Alors l'auteur souligne que l'engagement, qui traduit l'intention d'impliquer des individus et des groupes, il est actuellement préféré au terme d'implication ou de participation et c'est pas étonnant que ça fasse l'objet, enfin qu'il soit central dans une aussi grande partie du livre, parce que c'est au cœur des processus et des dynamiques de démocratie en santé. Et à partir du chapitre 4, cette notion d'engagement est envisagée surtout dans ses aspects collectifs, plus qu'au niveau des droits individuels des personnes. Euh, À partir de là aussi, dans ces chapitres, on fait souvent référence à des recommandations de bonnes pratiques qui ont été éditées par la Haute Autorité de Santé en 2020. Et dans la fin des DIA, je vous donnerai accès aussi à ces ressources qui sont intéressantes.
l'auteur souligne que les dynamiques coopératives et d'échange et collectives ne peuvent bien fonctionner et ne produire des résultats et des avis importants et éclairants qu'à condition d'être accompagnés de processus de réflexivité qui sont organisés de manière un peu systématique. Alors l'auteur s'interroge sur la manière dont on peut apprécier un niveau ou un degré d'engagement des personnes concernées. Et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement quand on parle de participation. Et vous avez peut-être en tête, comme moi, la fameuse échelle d'Einstein qu'on nomme très souvent, qui est souvent référencée, qui est aussi citée à plusieurs reprises dans l'ouvrage, et qui en fait montre qu'il pourrait y avoir différents degrés d'implication, le degré minimum étant d'être au moins informé, et jusqu'à un niveau qui est en général considéré le plus élevé, qui est le niveau de partenariat, où on est partenaire jusque dans les processus décisionnels. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage par rapport à d'autres représentations qu'on a des niveaux ou degrés d'engagement, c'est que l'auteur va jusqu'à la notion d'alerte. Alors, je saute une dia. L'alerte, elle est envisagée comme une modalité presque extrême finalement de l'engagement en santé. L'auteur est bien conscient et souligne bien qu'elle est en rupture avec le partenariat, mais il propose de la penser comme une modalité de l'engagement en santé, de la démocratie en santé. Alors, il évoque l'alerte spontanée, mais s'arrête aussi sur l'alerte instituée, c'est-à-dire avec des modalités d'alerte qui sont prévues par les pouvoirs publics avec des dispositifs qui existent. Encore faut-il, souligne-t-il, que les citoyens soient suffisamment informés de l'existence de ces dispositifs et puis des modalités de saisine pour lancer des alertes. Là aussi, il fait référence à une loi, donc c'est très éclairant sur tout appareil législatif en fait qui organise toute cette démocratie sanitaire en France, mais il existe aussi une loi qui permet de protéger les lanceurs d'alerte. J'avais envie aussi d'évoquer les notions de savoir expérientiel. Qu'est-ce que ça signifie au regard de l'engagement des personnes concernées? On est souvent et parfois dans un même texte et parfois dans une même réunion, parfois dans une même, en tout cas de mon expérience à moi, dans la manière dont on travaille quand on collabore avec des patients, des associations de patients ou d'usagers des services de santé, on peut parfois naviguer et utiliser de manière comme si c'était interchangeable les notions d'expérience et d'expertise. Alors ici, ce qu'il explique, c'est que l'expertise, elle est construite à partir d'une expérience, mais à partir surtout d'une expérience partagée. C'est l'intersubjectivité et le dialogue qui permet à une expérience individuelle de devenir une expertise au nom de laquelle on peut être le représentant d'un collectif, par exemple. Il différencie aussi les deux termes de expérience du patient versus expérience patient qu'on voit arriver de plus en plus et qu'on entend oralement et parfois ça fait un peu drôle parce que ça traduit de manière littérale la notion anglaise ou anglophone de patient experience et il propose de réserver le terme d'expérience du patient à chaque fois qu'on s'intéresse à l'expérience individuelle d'une personne ou de plusieurs personnes et de garder le terme expérience patient quand on est à un niveau de réflexion plus organisationnel des soins, comme par exemple dans le cadre des réflexions autour de la démarche qualité dans les hôpitaux. Voilà, il souligne aussi les raisons pour lesquelles les savoirs expérientiels sont importants et devraient être régulièrement mobilisés. Et il parle notamment de la construction des politiques publiques et de leur évaluation. Alors, il y a aussi toute une discussion sur l'indemnisation des usagers engagés, qui est une question qu'on se pose aussi régulièrement quand on collabore avec des associations ou des représentants d'associations ou des représentants de patients ou d'usagers, qui est comment est-ce qu'ils peuvent être indemnisés pour le temps
qu'il consacre soit au travail de recherche, soit au travail de réflexion sur la politique de santé, soit à l'enseignement. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus se développer, et c'est une bonne chose, des formations de soignants, par exemple, qui se font en collaboration avec des patients, mais dans ce cas-là, l'enseignant est payé pour son travail, et le patient est parfois indemnisé, mais parfois pas, ou en tout cas pas à la même hauteur euh, que l'enseignant. Et là, l'auteur plaide, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant en fait, parce qu'il existe des modalités d'indemnisation sont parfois prévues, mais elles peuvent obliger les usagers ou les patients représentants à renoncer à certains de leurs droits. Et donc, il plaide pour la création d'un régime d'indemnité, de représentation et d'engagement pour les citoyens qui soit sans incidence en matière de déclaration fiscale ou sur leurs revenus. Alors, j'arrive ici aux notions d'évaluation de l'engagement, et puis j'ai mis en parallèle, alors c'est à plusieurs endroits du livre et ça fait l'objet de discussions séparées, mais je les ai rassemblées ici en une seule slide. Évaluation de l'engagement d'une part et engagement en matière d'évaluation. Alors, il souligne que les évaluations de l'engagement, de la manière dont on s'engage en démocratie, en santé, ou de la manière dont on participe, sont trop peu fréquentes. Et il invite à créer un outil qui serait comparable à la plateforme de capitalisation d'expériences prometteuse et probante qui a été créée par Santé publique France pour rendre compte et pouvoir avoir accès à des interventions de promotion de la santé prometteuses et probantes. L'évaluation de l'engagement devrait, il cite ici le rapport de l'HAS en 2020, répondre à trois questions qui ne sont pas uniquement, c'est une première question, le degré d'engagement, le niveau d'engagement, mais surtout, quelles actions ont été accomplies de type information, consultation, concertation, participation, partenariat, et quelle réalité concrète prend la participation des différentes personnes engagées. Et dans un autre passage du livre, il souligne le rôle et l'importance des recherches participatives et de l'engagement aussi des citoyens et des usagers dans l'évaluation des politiques publiques, et notamment par la promotion de recherches interventionnelles en santé des populations et plus largement de recherches participatives et collaboratives. J'en arrive au dernier chapitre qu'il a intitulé, c'est intéressant, La santé communautaire comme quintessence de la démocratie en santé. Alors, il souligne, bon, il réexplique ce qu'est la santé communautaire en quelques mots, ou plutôt ici en Belgique, on préfère maintenant le terme de démarche communautaire en santé. Et donc, il évoque un ensemble de pratiques centrées sur des personnes qui sont de facto déjà mobilisées dans des groupes ou qui ont un sentiment d'appartenance à un groupe. Euh, donc c'est par opposition finalement je donnais l'exemple tout à l'heure de l'atelier citoyen qui est organisé euh, avec des personnes qui sont sélectionnées pour être représentatives de la population. Ici, c'est d'autres critères qui président à la constitution d'une communauté finalement dont les membres sont partie prenante dans le cadre de ces démarches communautaires en santé. Et il évoque le fait que ce type de démarche produit des bons résultats, mais qu'il serait intéressant de voir se poursuivre le développement de méthodologies d'évaluation plus spécifiques pour pouvoir vraiment produire des données probantes en matière de démarche communautaire en santé. Alors, il y a encore un tout petit chapitre de conclusion où l'auteur revient sur certains aspects qu'il a évoqués et porte un regard assez critique finalement aussi sur des choses qu'il a précédemment citées comme importantes. En tout cas, c'était ma lecture à moi de cette conclusion dont je vous redis quelques éléments. Donc, il dit, ben oui, voilà, c'est le projet du livre de parler de la démocratie en santé, de présenter les outils démocratiques comme importants et faisables et qui peuvent être organisés par des dispositifs existants. Mais il dit, au terme de cet ouvrage, il ne faut pas penser non plus que les outils démocratiques sont suffisants
pour garantir la qualité des soins, par exemple, qui était quand même l'objet de cette fameuse loi de 2002, et que il y a des aspects aussi plus contraignants et à la poursuite d'objectifs de sécurité qui sont tout aussi importants que les outils démocratiques. Il souligne aussi que les lois, elles sont nécessaires mais insuffisantes. On voit dans l'ouvrage qu'il y a beaucoup de lois finalement pour garantir non seulement pour garantir cette démocratie en santé, mais pour l'organiser. Mais il dit que malgré tout cet arsenal, finalement, on a quand même été confronté à des crises sanitaires majeures. Il cite le Covid, il cite le scandale du Mediator en France, etc. Mais des moments où, malgré toutes ces lois et tous ces dispositifs qui sont prévus, la démocratie en santé n'a pas suffi. Il se pose la question d'un éventuel état de fatigue démocratique qui serait lié à la perception que les dispositifs qui existent, si ils sont importants, et par exemple le fait, cette notion d'association agréée, je voulais le préciser, je l'ai oublié, c'est aussi pour éviter, par exemple, une porte ouverte à des dérives sectaires en matière de représentation des citoyens, mais que c'est quand même des processus qui sont lourds et qu'on peut en être lassé, surtout si ça ne produit pas les résultats qu'on escompte. Il plaide pour des autorités indépendantes qui seraient en charge de l'organisation du débat public en santé. Donc, on voit pour l'instant que c'est rattaché à plusieurs agences, administrations, institutions, avec chacune son lieu d'organisation de la démocratie en santé, mais il se demande est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir vraiment une instance chargée de l'organisation de ce débat public. Et puis, il rappelle aussi que tout cet arsenal démocratique qui existe, les processus qui sont prévus, etc., sont loin d'avoir résolu le problème des inégalités sociales de santé qui sont toujours bien là. Et il rappelle que c'est nécessaire aussi d'en faire plus pour ceux qui sont au plus loin du soin et toujours dans le dialogue, en pensant aussi des modalités pour entendre aussi les voix des personnes qui sont le plus éloignées ou qui se saisissent peut-être moins facilement de ces outils démocratiques. Alors, si vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé et que vous tapez simplement engagement dans le moteur de recherche, vous allez trouver un certain nombre d'outils, de référentiels, de guides que j'ai trouvé intéressants. Ici, j'ai mis celui qui est régulièrement cité dans l'ouvrage. Et j'ai découvert par la même occasion qu'il y avait le 10 décembre 2024 une journée sur l'engagement des usagers et des personnes accompagnées. Donc, vous voyez bien, hein, toujours ces termes, usagers pour les personnes soignées pour des maladies, et puis personnes accompagnées ou accueillies, concernées pour les usagers ou les utilisateurs des services sociaux. Je suis retombée aussi à cette occasion, parce que je crois que c'était référencé dans l'ouvrage, sur le dossier, un dossier de la revue ADSP, qui malheureusement n'existe plus, mais qui avait toujours des dossiers très intéressants. Et ici, c'était sur la démocratie participative en santé, paru en 2009, après, enfin, au même moment que la loi HPST. Et puis enfin, pour nos collègues et amis belges, il y a aussi, parce que j'ai beaucoup parlé de la HAS en France, mais le KCE, qui est donc le Centre fédéral d'expertise dans les soins de santé en Belgique, qui se pose aussi la question de l'implication des patients sans nommer nécessairement le terme démocratie en santé. Alors, peut-être que je ne devais pas passer ça tout de suite. Bon, Je tu vais peux peut-être rester. départager. Peut-être s'il y a des questions, on fait les questions après. Donc, je redonne la parole à Camille pour voilà, nos prochains rendez-vous. Et puis ensuite, on prendra un petit moment d'échange si je ne l'ai pas trop débordé. Oui, mais comme c'est écrit sur la slide, hein, on a d'autres rendez-vous de la littérature. Donc, c'est tous les deuxièmes mardis de chaque mois.